Donc, je vous remercie de votre intérêt. Cet après-midi, là, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Hyperfab. Euh, Hyperfab, c'est une fabrique de la production collective des territoires. Donc, c'est ce qui concerne tout l'axe de l'autoconstruction. Donc, l'autoconstruction de l'habitat, des équipements, des espaces publics et du paysage. Donc, et vous m'arrêtez s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, d'accord? S'il y a du mot un peu compliqué, du jargon. Voilà. Donc, le constat et les enjeux d'Hyperfab, c'est que depuis 15 ans, on est plusieurs collectifs, artisans, élus, techniciens, des associations, des entreprises, à monter des projets d'autoconstruction, donc sur ces différents axes, habitat, paysage, équipement, espace public, et à essayer de commencer à monter des petites filières de réemploi de matériaux biosourcés, et de mettre aussi en place des techniques de transmission des savoir-faire de l'autoconstruction au public, donc soit des particuliers, soit les gens rencontrés dans les espaces publics. Donc ça, c'est des projets qu'on mène avec Territoire Europe, par exemple, avec l'association où il y a Guillaume, Clara, Patrick, Ignacio et Lucie, Dominique. Et puis, c'est aussi surtout porté par deux réseaux reconnus en France, qui sont la FEDAC, la Fédération des accompagnateurs à l'autoproduction. Donc là, ça rassemble une cinquantaine de structures, donc des coopératives d'activité et d'emploi, et des entrepreneurs, des artisanes et des artisans qui accompagnent des projets d'autoproduction. Ça, c'est la FEDAC, qui concerne surtout l'habitat et les équipements. C'est ce qui correspond à des assurances et du juridique pour l'habitat. Et l'autre réseau, qui est Superville, qui est un réseau là informel de tous les collectifs d'architecture, de paysage et d'urbanisme en France, qui autoconstruisent les espaces publics. Donc là, ça regroupe une centaine de collectifs en France, vraiment partout, dans toute la France. Il y a des gens qui sont plutôt connus, comme Yes We Camp, pour ce qu'ils ont fait à Marseille ou aux grands voisins à Paris, et d'autres gens très connus qui habitent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aussi dans le réseau, et après d'autres collectifs beaucoup moins connus, éparpillés en France. On s'est rendu compte sur ces deux réseaux qu'on avait une communauté qui était existante, mais qui avait du mal à se rencontrer et à se fédérer, enfin, à mutualiser des ressources techniques, juridiques et assurantielles, qui en manquait aussi encore à chaque fois, c'était de faire du plaidoyer auprès des maîtrises d'ouvrage, donc auprès des collectivités, auprès des particuliers, des usagers. À chaque fois, il fallait réinventer, un peu réexpliquer comment ça fonctionne l'autoproduction, l'intérêt de l'autoproduction pour une transition écologique et sociale qui permet la montée en compétence des gens, qui permet d'utiliser des ressources qui sont locales, de participer au réemploi des matériaux. On manquait aussi de formation pour accompagner les professionnels qui souhaitent se former et monter en compétence sur les sujets, et encadrer d'autres projets. Parce que là, actuellement, pour la FEDAC, ils sont avec la Fédération Éco-Construire, ils arrivent à former les artisans, mais pour tout ce qui est Superville, ça passe au pair à pair. On forme les gens comme ça au fur et à mesure sur le tas dans les chantiers. Donc, on a décidé de monter un projet qui fédère les deux réseaux, FEDAC et Superville, pour mutualiser des ressources avec des expériences et des expérimentations qui ont eu lieu, qui ont marché, mutualiser pour regrouper des formations aussi, et pouvoir dialoguer au sein de la communauté. Donc ça, ce serait centralisé sur une plateforme numérique qui s'appelle Hyperfab. Le projet de la fabrique de la production collective des territoires est porté par une association qui s'appelle Cap sur les communs. Donc, je vais vous expliquer un peu plus la question des communs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, peut-être que… Donc, un commun, c'est une ressource qui est partagée, qui peut être matérielle ou immatérielle, et qui est liée à une communauté qui va s'en occuper.
et qui va décider les règles d'accès à cette ressource. Donc ça, c'est la gouvernance. Pour faire connaître la question des communs, donc, qui vient beaucoup du monde du numérique. Les communs, ça vient beaucoup des logiciels open source, par exemple. Et ça, petit à petit, ça infuse dans le monde matériel et avec des techniques d'organisation collective. Donc, pour développer les communs en France, on a monté une association qui s'appelle Cap sur les communs, pour faire un peu comme la fabrique Hyperfab, faire remonter par un appel à commun, avec l'ADEME aussi, faire remonter tous les communs émergents en France, mettre en avant les fabriques sectorielles. Donc actuellement, il existe 5 ou 6 fabriques. Il y a la fabrique des mobilités qui a été incubée par l'ADEME, la fabrique de l'énergie, la fabrique de la santé, la fabrique de la pédagogie et maintenant la fabrique de l'autoconstruction. L'idée de Cap sur les communs aussi, c'est de monter des universités populaires des communs pour pouvoir faire connaître cette question-là des communs en France et de trouver un moyen de protéger les commoners par des mutuelles, un système de mutuelles. En fait, actuellement, un commoner ou une commoner, c'est quelqu'un qui va contribuer à un projet pour son développement et son émergence sur les territoires, mais qui reste en général très précaire dans le sens où s'il n'y a pas de modèle économique lié à la mise en place du commun, soit par un relais avec une collectivité ou avec une entreprise ou avec d'autres formes, il n'y a pas le commun peut continuer, mais le commoners, lui, n'est pas rétribué pour le travail fourni. Donc, c'est comment on peut mettre en place un système qui protège un peu financièrement les commoners. On travaille aussi sur la question des foncières, les foncières citoyennes, et comment, ça c'est pas mal avec la compagnie des tiers-lieux, et comment pouvoir acheter collectivement des terrains pour pouvoir monter les projets. Et enfin, un soutien juridique et assurantiel des commoners et des projets communs, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, quand un commun est créé, comme par exemple celui de l'effet papillon à Dunkerque ou d'autres communs en France, il y a une articulation à trouver dans le droit français, où soit on passe dans le privé, soit c'est une délégation de service public donc vers le privé. Il y a beaucoup dans le droit français, c'est des articulations droit public, droit privé, mais il n'y a pas d'organisations actuellement qui disent on pourrait être ensemble à gérer le commun. Ça existe un peu dans les SIC, les SCIC, mais au-delà de ça, on manque encore d'outils, que ce soit juridique ou assurantiel. Donc, par exemple, pour assurer un bâtiment qui a été fabriqué en autoproduction, on manque encore un peu de ressources. Ça commence il y en a de plus en plus, mais sur l'espace public, par exemple, pour assurer les bénévoles, pour assurer la construction à l'issue du chantier, ça reste compliqué. Donc l'association Cap sur les communs a été montée en début d'année pour développer ces 6 leviers-là. En parallèle donc c'est beaucoup de notions un peu complexes que je vais vous montrer, mais après on peut en parler et puis je peux répondre à des questions. Et puis si je ne sais pas, parce que c'est des projets qui sont collectifs, donc moi je ne suis pas sur tous les champs. Du coup, si après il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis je peux vous renvoyer vers des références ou des gens qui connaissent mieux. L'association, comme un commun, en fait, c'est lié à une ressource commune, une gouvernance et une communauté. Il peut exister aussi des communs qui soient excluants, ou bien des communs qui aient des objets en vue, qui ne soient pas une transition écologique, ou qui soient peu vertueux. Donc l'association Cap sur les communs a décidé de baser son travail sur une recherche qui a été menée par Geneviève Fontaine qui s'appelle les communs de capacité. Et donc c'est un concept d'évaluation de capteurs de communs en fonction des objectifs de développement durable.
Ça mélange le travail d'Elinor Ostrom sur les communs. Donc, Elinor Ostrom, elle est prix Nobel d'économie et c'est elle qui a posé ces trois principes-là du commun qui sont la ressource, la gouvernance et la communauté. Et les communs de capacité reposent aussi sur le travail d'Amartya Sen, sur comment les capacités peuvent, comment les capacités et pouvoir exprimer ses capacités dans un contexte précis, c'est plus riche que donner de l'argent ou l'aspect financier, en fait. Et donc, voilà, je me perds un peu. Donc, le travail là de la... En fait, c'est parce que je vais avoir une formation sur le sujet bientôt, en juillet. Donc, je pourrais vous faire une visio spéciale sur les communs de capacité avec Territoire Europe ultérieurement. Mais donc, l'importance de ces communs de capacité, c'est pour chaque aspect, donc communauté, gouvernance, ressources et la visibilité, comment on positionne les capteurs en fonction de ce que souhaite la communauté et en fonction des objectifs de développement durable. Donc voilà, ça je vous referai un point dans une visio au deuxième semestre, si Dominique est d'accord. Là, on voit un peu sur la dimension communauté pour évaluer la communauté. Donc, le niveau 0, c'est qu'il n'y a aucune règle pour délimiter la communauté, l'intégrer ou en partir. Elle n'est pas définie. Niveau 1, c'est une communauté fermée, donc, par exemple, qui marche par cooptation. Pour y rentrer, il n'y a aucune visibilité. Pour y rentrer, c'est vraiment de la cooptation. Niveau 2, communauté semi-ouverte, possibilité d'entrée et de sortie sous conditions et avec acceptation des autres commoneurs. Et enfin, le niveau 3, qui serait un niveau idéal de communauté, une communauté ouverte, possibilité d'entrée si acceptation des règles et possibilité de sortir sans contrainte. Donc, on arrive dans la communauté, on contribue au commun, et puis on est libre d'en sortir et d'y revenir si on accepte les règles définies. Voilà. Et le but, c'est pas d'avoir le maximum partout dans les communs de capacité, c'est d'à chaque fois de pouvoir réorienter le commun en fonction des besoins liés à la ressource ou à la gouvernance ou les besoins de la communauté. Voilà. Donc ça, ce sont des concepts un peu abstraits liés au commun. On y reviendra dans une autre visio dédiée. Ça, ce sont les différents contributeurs de Cap sur les communs pour l'instant. Voilà. Ensuite, pour revenir plutôt au projet Hyperfab, donc qui est porté par Cap sur les communs et avec deux réseaux qui sont la FEDAC et Superville, l'idée de la fabrique, c'est de pouvoir avoir des rencontres régulières, des échanges pair à pair, de pouvoir faire école en France et puis à l'international sur ces questions de l'autoconstruction, de réussir à maintenir vivante la communauté et les savoirs liés à la ressource. C'est-à-dire que si actuellement, par exemple, tout le travail qui a déjà été fait sur l'ARA, sur l'autoréhabilitation accompagnée par Fanny, qui est là dans la visio avec la PES, tout le travail sur un webinaire qui a été fait par la FEDAC de formation à l'autoconstruction. Actuellement, c'est des savoirs qui sont acquis, qui sont faits, mais comme la communauté associée à cette question de l'auto-réhabilitation et de l'autoconstruction n'est pas encore très vivante et a du mal à échanger, ces savoirs-là, petit à petit, se transmettent un peu de pair à pair et on risque de perdre les retours d'expérience, on risque de faire évoluer ces outils-là. Donc, c'est important de pouvoir maintenant créer une communauté forte autour de ces outils qui ont déjà été créés et surtout d'en développer de nouveaux. Donc, des formations, les outils juridiques, aller voir les assurances et puis développer de nouveaux référentiels sur l'autoproduction pour pouvoir enfin autoproduire les espaces publics. Et l'aspect numérique de tout ce travail-là, c'est qu'il il est la porte d'entrée de la production collective des territoires pour les collectifs, pour les collectivités, pour les gens qui souhaitent autoconstruire l'espace public derrière chez eux, leur maison. Voilà, tous ces différentes personnes-là
une porte d'entrée vers les savoirs, vers les ressources. Et puis, la plateforme juridique nous permet de communiquer entre porteurs de projets ou entre collectivités. Voilà. Donc, l'objectif d'Hyperfab dans 3 ans, c'est de gagner en autonomie. Donc là, on a demandé des subventions à la Fondation de France et à l'ADEME. On va encore continuer les demandes de financement. Mais le but, c'est que par le travail sur les communs, de réussir à avoir une plateforme qui soit autofinançable et autofinancée. Et donc, la plateforme soit une porte d'entrée pour les fournisseurs de matériaux biosourcés, de réemploi, les structures culturelles, les particuliers, les coopératives d'activité et d'emploi, les coopératives de transition écologique, les SCOP, les artisans, les associations, les entreprises, les collectivités. D'avoir une montée en capacité de tout le monde sur la question des communs, sur la question de l'autoconstruction, et puis de réussir à établir une gouvernance claire d'ici 3 ans avec une communauté vivante, et de pouvoir envisager la rétribution des contributeurs et un juste usage des ressources, c'est-à-dire que les ressources qui vont être créées de manière collective, qu'elles ne soient pas juste captées par une partie des gens, mais qu'elles soient vraiment mises à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est l'objectif. On verra s'il y arrive. Actuellement, donc dans le projet, il y a les 2 réseaux Superville et la FEDAC. On est aussi suivi par le laboratoire citoyen sur les communs en France qui s'appelle Anis Catalyst. Il y a aussi la FabMob, qui est la fabrique des mobilités et qui a été incubée par l'ADEME, mais qui est devenue autonome maintenant. Il y a l'APES, les acteurs pour une économie solidaire en Hauts-de-France. Il y a 2 coopératives de transition écologique, celle de la Haute-Vallée de l'Aude près de Carcassonne et celle de Jean-Christophe Lipovac à Grande-Synthe. Donc là, c'était Tilt, qui là, c'était Hauts-de-France. La fabrique des transitions se fait relais auprès des alliés pour transmettre les informations concernant les formations, les territoires à les démarcher. Il y a ensuite la compagnie des tiers-lieux et le wiki qui s'appelle Movilab. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ressource précieuse. Et enfin, la Fédération Éco-Construire aussi qui héberge 17 organismes de formation et qui contribuent, qui souhaitent aussi contribuer au projet et que nous, on contribue aussi à leur formation. Voilà, donc les prochaines étapes, celles qui ont été passées maintenant, c'est celle de la Fondation de France et de l'ADEME, la formation au commun de capacité par la SIC Tetris, qui est dans le sud de la France, et commencer à faire converger la communauté d'Hyperfab en fin d'année pour pouvoir attaquer en 2022 le montage d'Hyperfab, avec une formation de commun de toute la communauté, et définir la gouvernance, l'accès aux ressources, le contenu de la plateforme pour l'instant. Et puis commencer à créer 2 ressources. Donc l'année prochaine, on va monter 2 formations. La formation à la production, à l'autoconstruction des espaces publics et du paysage, et transformer le webinaire actuel pour l'autoconstruction, habitat, équipement, le transformer en formation d'autoconstruction. Et puis ensuite incuber la plateforme et voilà. Et après 2023, on poursuit la suite. Voilà, donc c'est un vaste projet Hyperfab qui va se nourrir de toutes les démarches déjà existantes sur la question des communs et sur la question des formations en collectivité. Donc il y a le projet Remix Commons, la 27e région aussi, qui vont nous accompagner. Voilà, il y a plein de choses à faire. On attend d'avoir un peu de sous pour pouvoir attaquer, mais ça devrait pas tarder à arriver. Si vous voulez être tenu au courant d'Hyperfab, vous pouvez envoyer un mail avec vos coordonnées, comme ça on vous tiendra au courant de l'avancée si vous voulez. Et puis surtout, si vous avez des questions maintenant, je peux répondre à vos questions. C'est peut-être un peu confus, hein.
Non, non, bravo, bravo, il y a beaucoup de choses, c'est très dense, surtout c'est très dense en fait. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent, il y en a sûrement. Je ne sais pas si au niveau Ignacio, Lucie, Dimitrios, est-ce que vous avez tout compris? Ou Non, est-ce qu'il non. faut traduire un petit peu des choses? Ouais, ça c'est vrai. C'est un peu une question, Dominique, c'est possible. Et, et ma question est, c'est que propose des communes d'autoconstruction, c'est surtout dans la communauté rurale et aussi l'objectif est dans la commune dans en banlieue d'une ville, et surtout ce projet pour l'autoconstruction et le changement de mentalité dans la commune rurale et les petits villages. C'est surtout un projet pour les moyens ruraux et aussi un projet pour les villes, les centres urbains des banlieues. Et c'était ma question. Actuellement, ce qui se passe, c'est que sur l'habitat et l'équipement, c'est surtout le rural. L'habitat, ça se passe beaucoup en milieu rural. On voit émerger aussi des équipements autoconstruits, donc des écoles, là, un cinéma. Nous, sur la question des tiers-lieux aussi. Je ne sais pas si tiers-lieux, je ne sais pas comment on dit en espagnol. Oui, je comprends. Oui, oui. Et du coup, donc ça, pour l'instant, donc tiers-lieu plutôt en ville, milieu urbain, cinéma, école et habitat plutôt pour l'instant dans le rural, c'est vrai. Mais moi, j'ai travaillé pendant 6 mois à São Paulo au Brésil sur l'autoconstruction de logements collectifs, comme ça. Donc, c'était des mutirão. Et c'est des contrats pendant 3 ans entre collectivité, la coopérative et puis l'habitant pour construire les logements. Un peu comme il y avait cette démarche-là dans les années 50 en France avec les castors, les maisons castors. Donc, c'est des quartiers entiers construits par 50 familles. Et à la fin, donc tout le monde construisait tout. Et à la fin, il y avait chacun rentrait dans la maison, quoi. Mais ils mutualisaient les coûts des matériaux et les savoir-faire des castors. Donc, c'est un peu reprendre reprendre ces techniques-là pour aussi amener ces questions-là de l'habitat, construire en ville, l'autoconstruction en ville. Et puis, après, en ville, pour l'instant, c'est pas mal l'autoréhabilitation. Autoconstruction, il y a aussi des fois un peu, mais ça reste. L'objectif, c'est vraiment de massifier ces démarches-là, de pouvoir faire plus. Et sur les questions de l'espace public, comme on le fait avec Patrick depuis 10 ans, c'est de l'autoconstruction des espaces publics. Qu'il y ait, par exemple, je vais dire, à côté de mon travail à LM, il y a un quartier, tous les ans, la ville d'LM dépense 90 000 € d'arrosage pour ce petit quartier juste à côté. Donc, tous les ans, 90 000 € pour un truc avec de la pelouse, un peu d'arbustes. Et finalement, on se dit, mais si en une année, les 90 000 € ont servi à équiper tout le monde en cuve, en matériel de bricolage et de jardinage, la ville d'Elem n'a plus à utiliser ces 90 000 € là dans le budget d'arrosage, mais on peut le mettre à profit pour avoir des jeux pour les enfants, on peut le mettre à profit sur d'autres choses. Donc, cette approche-là, elle est aussi à rapprocher grâce à la PES, du coup, Fanny, elle va entendre plein de choses positives dans ses oreilles. Grâce à la PES, on a été formé à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc qui est portée en France par un laboratoire qui s'appelle Atemis. Et cette question de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, elle permet d'observer les coûts liés de façon systémique. Donc, par exemple, l'entretien de l'espace public, maintenant, s'il est fait avec les habitants, comment on travaille sur peut-être des questions de monnaie locale ou de
pour rétribuer des gens qui habitent là plutôt qu'une entreprise qui viendrait d'ailleurs. Comment on relocalise l'économie et on crée de l'emploi localement. Sur les friches, créer plus des pépinières et pouvoir dépolluer, comme il est fait dans le projet avec l'effet papillon, dépolluer en phytomanagement, avec des plantes. Mais ça passe par la montée en compétence des habitants, par finalement se réapproprier les coûts qui sont perdus dans de la gestion d'espace public qui n'est plus forcément approprié non plus, de l'aménagement qui ne correspond pas toujours à des usages. Donc c'est vraiment une réappropriation systémique de toute la construction, toutes les phases de la construction. Merci bien. Très intéressant, oui. C'est très intéressant. Oui. Et je trouve que le projet même, c'est une espèce d'intérêt public, quoi. Et comme ça, c'est très intéressant que, comme vous avez remarqué, il y avait des sectorialisations des autoconstructions, des réseaux, des types particuliers des groupes. Et je pense que qu'un des objectifs que vous avez particulièrement, c'est de faire rejoindre les secteurs, quoi. Et souhaitons créer quelque chose qui peut continuer soi-même. Il s'agit d'autonomie, quoi, mais en même temps de faire des connexions avec les autres. Et j'ai plein de questions au sujet de ça. Par exemple, qui rejoint le projet, ce sont des groupes particuliers et comment faire les connexions avec les autres quand on apprend quelque chose de nouveau, comment partager ça avec les autres et tout ça. Et bien là, pour l'instant, c'est le début du projet, mais c'est vrai que on a une diversité d'acteurs qui souhaitent contribuer. Il y a les CAE, qui sont les associations qui accompagnent les collectivités, qui les forment. Donc, je ne sais pas comment c'est Bon, il y a les CAE qui souhaitent aussi mettre... En fait, les CAE dépendent à chaque fois d'une région ou d'un département et ils n'ont pas le droit de mettre leur formation à profit des autres départements parce que c'est à chaque fois descendant. On se rend compte que les financements ont été descendants pour à un moment créer une ressource et qu'il y a une quantité de ressources existantes mais qui ne circulent pas. Donc, c'est comment on arrive à faire dialoguer tout ça. C'est une bonne question. On va avoir des temps réels pour se rencontrer, que toute la communauté puisse se rencontrer avec tous les acteurs différents. Pour l'instant, la première entrée, c'est les gens qui ont envie, en fait. Donc, que ce soit des techniciens de collectivité qui travaillent sur la politique de la ville, ou bien on en a aussi, tu sais, Cécile Dehalu, que tu avais rencontrée au Roomix, par exemple, où il y a des structures culturelles qui travaillent sur le sujet et qui souhaitent aussi approfondir pour continuer leurs actions dans les territoires où elles sont ancrées. Parce que le changement des financements de la culture, peut-être vers la question plus de tiers-lieux, les pousse aussi à changer leur façon de dialoguer avec le territoire. Donc, ça, en tout cas, ça attire une grande diversité de gens dans les collectivités. Et après, dans les entreprises, on se rend compte qu'il manque de coordination. On est contacté par des bureaux d'études pour la question des réemplois des matériaux. Donc, comment on peut réemployer pour les mettre en test, en expérimentation. Il y a Artelia qui nous a contactés il n'y a pas longtemps pour pouvoir qu'on utilise des ressources qu'ils avaient de disponibles. Mais en fait, entre le moment où on nous propose les choses, à chaque fois quand c'est isolé, ça ne peut pas marcher. Mais si on est une communauté, il y a forcément un chantier qui pourra réutiliser les ressources partout. Donc il y a les bureaux d'études, il y a la chambre d'artisanat, des métiers de l'artisanat d'Abbeville qui a appelé aussi pour ces questions de réemploi, de matériaux biosourcés. En fait, il n'y a pas pour l'instant vraiment de porte d'entrée pour ça.
les choses, elles existent, mais elles sont disséminées. Donc, c'est comment on arrive à faire le lien. Et ça, on se donne 3 ans pour pouvoir réussir à Ça me faire fait le lien. penser, et Dimitrios connaît cet exemple-ci, Place Alliance. C'est on dit parapluie, un umbrella organization, bon, quelque chose qui couvre tout le monde, mais qui a peu de gens là-dessus. Il y avait on a cherché un modèle économique pour faire rouler les choses. On avait plein des acteurs différents, des organisations très formelles, avec leur propre gouvernance, titre et tout ça. Et les acteurs privés qu'on a voulu avoir avec nous, mais avec des caveats, et c'était très important de donner tout le monde leur place, en effet, et de leur, pas récompenser, mais reconnaître quelque chose comme ça pour faire voir. Et on a décidé de ne pas dire membres, mais les supporters. et c'était très... s'agissait un peu de comment faire mettre sur le plateforme numérique avec les logos, tout ça, mais aussi le langage, comment parler au sujet ensemble, que tout le monde va être confortable avec ce qu'on dit. Et que ça marche pour eux. Et vous pouvez nous mettre la référence dans le chat, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Merci, Lucie. Et l'autre exemple que je pense en ce moment, c'est très différent. C'était encore un parapluie, une espèce de parapluie. C'était des organisations écologiques et conservateurs qui se sont bandés et groupés, formé un groupe pour délibérer et pour discuter et pour supporter un nouveau acte de parlement au sujet de l'environnement. Et ça, je vous donne aussi. Je mets dans le chat mais pour tout le monde, mais je ferai un email après aussi. Merci. Oui, bonjour. Donc je suis Dimitrios, je collabore avec Lucie sur pas mal de projets ici à UCL. Donc, grand merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressante. Mais il y a une chose peut-être qui m'a échappé éventuellement parce que je n'étais pas ici depuis le tout début. C'était si cette plateforme a été une plateforme virtuelle ou pas, parce que je me sens que vous avez évoqué à un moment l'organisation des communs justement. Sur des plateformes digitales, il me semblerait qu'il y aurait vraiment énormément de potentiel pour inclure autant de personnes que possible. Mais aussi, pensant un peu au futur, est-ce qu'il avec l'évolution de ces communautés, si la coordination de ces collectifs pourrait éventuellement passer aux communautés elles-mêmes, et si oui, s'il y aurait des mécanismes pour tout cela ou pas. Là, en fait, c'est 2 choses dans le modèle économique. C'est ça qui est un peu difficile à trouver, c'est que ça paye les rencontres en présentiel, donc les moments de convergence de la communauté pour travailler, et la plateforme numérique. On n'imagine pas l'un sans l'autre, en fait. Parce que c'est des communs qui sont quand même matériels, la question de l'autoconstruction, et aussi parce que on est... Alors, tout l'univers de l'autoconstruction n'est vraiment pas des geeks. Hein. Alors, autant le monde des communs, de l'open source et du numérique, alors eux, ils font 10 plateformes par jour, mais alors nous, juste pour remplir un wiki, c'est compliqué, aller consulter les mails, répondre à des mails, parce qu'on est énormément sur les chantiers aussi. Donc, il faut trouver un équilibre aussi entre l'envie de faire ensemble et de se retrouver et d'échanger en pair à pair et comme ça, et les choses numériques, mais sur l'autoconstruction, ça peut pas marcher si c'est que numérique en tout cas. On n'est pas assez geek. J'imagine qu'il y a aussi toute une série
d'éducation éventuellement qui devraient suivre, etc., qui est tout un différent niveau en plus. Oui, super. Et donc, en ce qui concerne alors, vraiment l'organisation de ces communautés, est-ce qu'elle est au centre de ce projet dans le futur? Est-ce que ces communautés auraient aussi l'opportunité de s'organiser par elles-mêmes plus librement, ou c'est quelque chose de plus... Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer après. Pour l'instant, on s'est dit qu'on pouvait rassembler plutôt pour deux raisons. Pour une raison il faut bien commencer quelque part. On s'est dit qu'on allait faire un peu de la stigmergie par projet, donc sur la volée, sur la question des ressources, réemploi et biosourcés, sur la question des expérimentations déjà menées, comment capitaliser tout ça, sur la question de la formation, comment les développer, sur les aspects administratifs, juridiques. Donc, en fait, que ceux qui souhaitent, on va appeler les contributeurs, ceux qui veulent contribuer à tel ou tel projet. Voilà. Donc, ça, c'est la première entrée de la communauté. Et faire entrer ça comme ça évite aussi de poser la question qui est un peu sous-jacente du capitalisme ou de la valeur ou du système actuel. Et parce que ça, dans les groupes et dans les communautés, sinon on peut très vite s'engueuler se disputer sur la question de la valeur et des valeurs des gens et pourquoi on est là et toi tu es là mais parce que en fait tu défends pas ça ou pas ça. En fait, à un moment on est là pour développer tel projet et ça permet d'avancer. Parce que sinon, alors je sais pas, en France ça marche comme ça, mais en Espagne, en Angleterre peut-être pas. Mais nous, on a vite tendance à se disputer sur des questions de valeur et finalement on fait rien. Mais on n'est pas d'accord sur les valeurs, puis en plus, on n'a rien fait. Du coup, là, comme on se dit qu'il est temps de changer de modèle et tout ça, on va utiliser les précieux outils issus des communs pour avancer sur les ressources, en fait, et centraliser la communauté là-dessus. Et après, ça permettra aussi de mettre autour de la table des gens qui actuellement ne sont pas forcément bien reçus où il n'y a pas d'échange, quoi. Non, super, très, très intéressant, grand merci. Quand on parle des communs, je pense toujours à l'article qui disait que le plus grand problème, c'est toujours qu'il y a des gens qui veulent prendre tous pour eux, quoi. Est-ce que vous avez des craintes au sujet de ça ou non? Bien sûr, on a des craintes là-dessus parce que, en fait, clairement, le but du projet, c'est quand même de changer le système constructif actuel, que ce soit de l'habitat ou les espaces publics, ce qui représente des sommes énormes et des milliards d'euros et les plus grosses sources de pollution actuelles. Donc, on sait bien que autour de ce projet-là, tout le monde ne va pas être partant. Et même, on ne va peut-être pas forcément être aidé tout le temps, mais... Attends, je perds le fil du coup. En fait, donc on essaye de travailler sur plusieurs choses. L'argent qui va être récupéré pour le projet va permettre de nourrir chaque ressource en rétribution contributive. C'est-à-dire qu'on va dire, la communauté décide pour tel projet, on dédie autant de milliers d'euros. Et donc, chaque personne qui contribue est rétribuée. Voilà, donc ça c'est la base, que ce soit une entreprise, que ce soit un commoner, voilà, les gens vont être rétribués. Et après, avec les mêmes outils actuellement développés sur les communs, il y a les questions de licence contributive. Sur la fabrique des mobilités, ils ont le cas parce qu'ils travaillent avec des collectivités et des entreprises, donc comme l'appel à des mobilités que je vous ai envoyé, mais il y a aussi des choses issues de la... Comment ça s'appelle truc intellectuel, la propriété intellectuelle. Et donc, pour sortir de la propriété intellectuelle, c'est les gens qui ont accès à la ressource, c'est les gens qui ont contribué à la développer,
ou qui l'utilisent pour développer des projets vertueux et tout ça. Donc, toute cette question de la licence contributive et de qui a accès à la ressource, pas en fonction de ses moyens, mais en fonction de ses contributions ou de l'usage qui en est fait, ça va être développé. Donc, c'est cool parce qu'on a déjà quelques personnes qui sont... Je crois qu'il y a des personnes en Espagne, justement, quelqu'un qui s'appelle Tibus, je pourrais t'envoyer, Ignacio, les gens qui travaillent là-dessus en Espagne. Ah, ton micro, il est coupé, on n'entend pas. Non, merci. Non, en Espagne, nous n'avons pas de ce projet, mais c'est pour ça que je suis intéressé dans comment il a évolutionné, comment tu as créé l'initiative et peut-être dans les communautés rurales, la population en Espagne, c'est très faible et c'est pas possible de faire, elle est très âgée et la population dans les communautés, et particulièrement dans l'intérieur de l'Espagne. Et c'est pas facile de mettre cette initiative parce que la population c'est pas très jeune. Et c'est pour ça que j'étais demandé sur la possibilité de faire cette initiative dans les paniers, dans les villes, dans les grandes villes, aux moyennes villes, mais avec une population plus jeune. Parce que les communautés rurales en Espagne, particulièrement dans l'intérieur, c'est pas très facile d'introduire des projets. Nous n'avons pas. C'est pour ça que je voudrais bien de savoir un peu plus, non, pour essayer de trouver les possibilités de trouver ou d'introduire ce projet ici en Espagne. D'accord. Il y a un groupe en Espagne avec qui on travaille des fois, le nom ne me revient pas forcément. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a... Ah mince, je ne les ai plus. Et il y a Arquitecturas Colectivas. Oui, c'est à Barcelone, à Catalogne, où est-ce qu'il est? Tu sais, tu le peux le mettre dans les chats? Oui. Ouais, je t'envoie la carte où tu peux les trouver. Sur la carte, il faut faire le zoom sur l'Espagne et puis tu peux trouver les collectifs. Ah, d'accord, merci bien. Mais il y a longtemps qu'elle n'est plus à jour, hein, la carte, parce que ça fait partie, tu vois, à un moment, il y a eu de l'argent pour faire cette carte, donc quelqu'un l'a fait, mais finalement, comme il n'y a pas la communauté autour de la carte, elle ne vit plus et elle reste dans l'état. C'est dommage, parce que c'est une ressource intéressante. Oui, peut-être. Donc, il y a aussi tout le travail sur les cartes, dans le projet, sur les cartes des matériaux biosourcés, de réemploi, où chacun a plein de cartes. Il y a un réseau en France qui s'appelle la frugalité heureuse et créative. Donc, ils sont en train de fabriquer des cartes sur les matériaux biosourcés. Après, il y a Bellastock qui fait des cartes sur le réemploi. Mais tu vois, un peu chacun a ses cartes et puis il faut savoir, sinon tu ne trouves pas. Ouais. Merci. Ça, ce qui me semble intéressant à travers ça et les questions que vous posez, Ignacio, Dimitrios et Lucie, c'est la question de comment ça va faire récit. Parce que on a besoin de récit, je pense, de ça, en même temps que ça se construit peut-être. Et pour informer plus, peut-être, c'est assez facile, entre guillemets, de faire un récit d'expérience, par exemple. Et ce récit d'expérience peut rapidement se déposer sur un site de référence. Je pense qu'on manque de récit. On manque de récit. Par exemple, quand tu dis que c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on pose ces questions-là à Dunkerque. On a fait des récits, mais ils n'ont pas
ils n'ont pas été diffusés vraiment, quoi. Enfin, peu, en fait. Parce que c'est très local, c'est très ancré aussi dans le local. Parce que si on ne part pas du local, on ne peut pas faire des communs, me semble-t-il, pertinents. Enfin, c'est des petites échelles quand même, enfin, de ce que je comprends, moi, des communs, enfin, de ce que je vois de possible pour le faire vraiment, quoi. C'est quand même des petites échelles de projets, mais qui ont beaucoup de valeur et qui sont en partie, à mon avis, reproductibles. Mais donc, on manque de récits. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il n'y a pas un site actualisé qui récapitule tout ça et qui offrirait à chacun la possibilité de voir concrètement, par exemple, des expériences en milieu rural. Oui, et qui donne aussi à chacun la possibilité de renseigner son récit, enfin des outils pour renseigner son récit. Parce que pour l'instant, les sites qui existent et qui capitalisent un peu ces ressources-là, ça reste encore fait par le dessus. Oui. Alors, c'est la manière de faire récit qui va être très importante dans ce contexte-là de création de commun. Ouais. C'est-à-dire que le récit, il est forcément ascendant. Donc, il est forcément fait avec les gens qui sont là. Et pas seulement avec celui qui doit faire le récit. Je sais pas. C'est pas un récit à une personne, c'est sûr. Et donc, il faut inventer aussi une forme d'écriture presque, ou de traces photographiques. Enfin, c'est pour ça qu'on avait fait le fanzine. Le fanzine est un mode ludique et impertinent et assez libre pour faire un récit. Parce qu'il inscrit le dessin, la photographie et les mots, et pas forcément des grands textes théoriques. Non. On peut mettre des textes théoriques et on peut aussi faire une petite anecdote ou une interview ou un portrait. Là, je sais pas. C'est ce qui nous a semblé intéressant là, proposé par les sociologues, cette question du fanzine sur le chantier. Parce que le récit, il est presque immédiat. On peut faire un fanzine en 2 jours. En fait, non, enfin, je sais pas. Je réfléchis beaucoup parce que le groupe avec Pascal Nicolas Lestrade et tous les sociologues de Paris 8, la question du fanzine est revenue à travers ce qu'on a produit sur le collectif En Rue. Et en fait, ça a beaucoup stimulé des groupes de sociologues et ils s'y sont mis aussi à faire leurs fanzines. Donc, il y a des fanzines à Lyon qui se sont faits, il y a d'autres. Parce que c'est un mode, pour faire recherche-action, c'est un mode approprié. On n'est plus dans l'écriture académique universitaire. Et malgré tout, ça traverse et ça interroge l'université. Donc, et donc, c'est une tentative d'écriture du commun en train de se faire, avec toutes ses fragilités. Hein. Ça n'empêche pas l'article de fond après universitaire. Mais ça donne une trace, comme une photographie de l'expérience ou du chantier, ou de la continuité hein, aussi, appropriable. C'est une porte d'entrée, je pense. Est-ce que vous connaissez Miro? C'est une plateforme numérique. C'est à peu près la même chose que avoir un whiteboard avec... Comment ça se dit en français? Whiteboard, je ne sais pas. Mais, un tableau, oui. Voilà. Blanc. Tableau blanc. Ou un plan, on décide par-dessus tout ça. On peut faire ça en Miro, collectivement, sur l'Internet. Mais je pense aussi au podcast. Je crois que c'est le même mot en français. Avoir des histoires, des récits qui sont plus dialogiques de ce qui vient de se passer. Parce que d'une façon, c'est très utile de enregistrer au moment de faire cela, mais ça peut avoir un effet peut-être particulièrement au début de ralentir et réfléchir ensemble après. Dans un podcast, on peut avoir peut-être un sujet et un channel comme radio, chaque semaine, on a quelque chose qui s'est passé et on trouve comme ça.
il y a TikTok, tout ça, je déteste. Mais quand même, ça marche pour des gens de partager assez vite avec des petites vidéos. Quoi, on va faire, je ne sais pas si c'est très... Et l'autre chose que je dirais, c'est pour avoir un plus grand audience, les gens qui vont... Il y a un exemple d'Italie, Lapsus, vous connaissez? Ouais. Mais là, ils ont eu un très bon icône parce qu'ils disaient qu'il s'agissait d'utiliser leur statut. Et puis, tout d'un coup, ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait était très utile pour tout le monde et ils pouvaient copier. Ouais. Ben ça, par exemple, Cap sur les communs, il y a Olivier, que Patrick connaît aussi, Olivier Jaspard, il traduit en droit français la charte de Bologne. De Bologne de gestion en commun et de construction en commun. Oui, il y a des gens comme ça, leur hobby, c'est de traduire des trucs de droit juridique. Et moi, j'avais une question pour vous, parce que donc, sur les podcasts notamment, il y a quelqu'un de Superville qui s'appelle Fanny, dans le collectif Carton Plein, qui a commencé dans le milieu rural à recenser, à faire des interviews sur les biens communaux et les biens sectionaux. Donc, c'était une particularité. Alors, je ne sais pas si c'est une particularité française, mais c'était des morceaux de territoire qui n'appartenaient pas à la collectivité, qui n'appartenaient pas aux habitants, qui appartenaient à tout le monde, qui étaient un commun et qui servaient, donc il y en a encore certains, pour aller faire pâturer les animaux des agriculteurs, pour aller couper du bois pour l'hiver. Et donc, par exemple, pour être ayant droit, avoir le droit d'aller dans les biens communaux, les biens sectionaux, il fallait avoir la cheminée de sa maison qui fume plus de 6 mois par an, enfin, être occupant du lieu plus de 6 mois par an. Et du coup, je ne sais pas si en Europe, il y a d'autres endroits comme ça, en Angleterre et en Espagne, sur les biens communaux, les biens sectionaux, des choses qui ne soient ni privées ni publiques, mais du commun. On doit entretenir ensemble. A priori... Je pense que si, certainement, parce que c'était lié à la féodalité, ce système-là. Donc, ça a dû exister dans tous nos pays, mais ça a été plus ou moins récupéré par les nobles, qui ont dit que les communs leur appartenaient. Il faudrait voir comment dans chaque droit s'est passé. Parce qu'en France, il y en a encore, sauf qu'en ce moment, ils sont en train de les vendre, ou de les donner pour 1 euro symbolique. Donc, il y a des sources d'eau qui sont données, qui sont vendues à 1 euro symbolique. Il y a des terrains. Si les habitants ne se sont pas formalisés en association, c'est vendu à des entreprises. Mais comme c'est pas connu, mais bon, pour l'instant, on commence à regarder ça, mais... Enfin, personnellement, je ne suis pas au courant d'initiatives comme ça en Angleterre. Les seuls qui me viennent en tête, ce sont vraiment les jardins communs qui sont formés autour de communautés, que ce soit des résidences ou des séries de maisons, et qui sont tenus par les habitants du quartier, etc. Maintenant, je ne connais pas vraiment la hiérarchie légale, et si tout au-dessus, il y a, disons, une grande organisation aussi. Mais il me semble que non, il me semble que ce sont vraiment des espaces qui sont donnés, ou qui sont donnés au moins à l'utilisation de ces personnes en tant que plus-value, et donc et qui sont tenus par les habitants
Maintenant, je ne sais pas s'il y a aussi des actions d'échange entre je te donne ce terrain, tu me donnes X montant ou autre chose, mais il y a certainement des initiatives comme ça qui existent ici aussi. En France, enfin, je sais pas, après ça me fait penser à ça, c'est les chemins de servitude. Là, c'est la servitude du chemin, ça veut dire que Un droit d'usage. c'est un droit d'usage, ouais. Mais c'est souvent. Alors, à qui appartient le chemin appartient à tous ceux qui l'empruntent ou qui ont besoin de l'emprunter. Donc, je ne sais pas s'il y a des extensions juridiques possibles là-dessus, ou si c'est, parce que ça doit être très complexe, c'est soit des parcelles de propriété jointes, qui sont disjointes pour atteindre une troisième parcelle. En fait, c'est plutôt ça. Mais autrement, je ne connais pas hein, en France trop ces Non, c'est pas très connu, cette question des biens communaux et biens sectionnaux, mais qui sont de l'ordre du commun. Mais peut-être les sources, tu as raison, si c'est des sources, notamment des sources liées à une chapelle ou quelque chose de religieux au départ. L'eau de sources qui ont soi-disant des propriétés X ou Y, moi j'en ai vu, enfin dans le Loir-et-Cher, parce que moi je viens du Loir-et-Cher, c'est dans l'arrière-pays qui est la région du Perche, entre Vendôme et Le Mans. Là, on a beaucoup de choses comme ça. Et l'eau, et c'est entretenu par les gens. La source est entretenue. Ce n'est pas quelqu'un qui entretient en particulier. C'est les gens qui en font l'usage qui l'entretiennent. Oui. Très rapidement, mais ça vaudrait le coup qu'on fasse une réunion rien que sur ça aux Pays-Bas. La collectivité a organisé une manière de partager toutes les connaissances sur l'espace public qui fait que, et qui associe la population qui peut donner, enfin qui doit donner même son avis 2 fois par an sur un peu tous les espaces publics de la ville. Et du coup, on a des phénomènes, c'est ce que tu racontais sur LM et dans la discussion avec le coût de l'arrosage qui pourrait être utilisé à autre chose que à de l'arrosage. Donc cette possibilité-là existe tout à fait aux Pays-Bas avec des quartiers qui disent bon ben là les espaces verts c'est nous qui nous en occupons mais en échange vous nous faites des jeux pour enfants etc. Et c'est inscrit dans la loi. Génial. Donc, ça je pourrais vous faire j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai été vraiment très surprise de découvrir cette manière de rationaliser les objets qui composent l'espace public, mais effectivement, la collectivité s'appuie sur un système numérique extrêmement puissant, en fait. Hein. Et les élus s'engagent au niveau de leur mandat municipal hein, en disant, notre objectif, c'est d'arriver à telle qualité d'usage des espaces publics. Et ce sera sous le contrôle de la population. Et ça vous coûtera autant par mètre carré. Enfin, là, le détail va très loin. Et donc, c'est impressionnant. Enfin, là, du coup, on n'est plus dans l'auto... Comment dirais-je? On n'est pas dans l'autogestion. C'est bien la collectivité qui met à disposition de tous les connaissances sur la gestion du bien public. Et du coup, quartier par quartier, rue par rue, les gens peuvent s'en emparer et changer la manière de faire. Ben là, ouais, ce serait super. Après, c'est pour ça que c'est la Hyperfab, c'est fabrique de la production collective, parce que le but n'est pas qu'il y ait un retrait de la collectivité, mais que ce soit vraiment fait en commun, pas d'autoconstruction
pour l'habitat, les équipements, c'est de la production aussi qui peut être collective. Parce qu'en fait, c'est jamais vraiment tout seul. Donc, c'est comment c'est fait en commun. Mais c'est chouette ta référence aux Pays-Bas. Ce serait vraiment bien qu'on puisse se faire un temps dessus. Je pourrais essayer de solliciter la ville de Haarlem, qui est à côté d'Amsterdam. Et ils sont vraiment... j'avais emmené la ville d'Orléans les rencontrer sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Mais ça me fait on avait repéré ça sur la première partie de la mission avec Anne à l'époque, sur les dents creuses dans la ville, c'est-à-dire une maison est démolie, voilà, et donc souvent on peut avoir quand même une certaine surface, et en France on clôt systématiquement, on empêche l'accès. Il semblait qu'aux Pays-Bas, on s'était appuyé un peu là-dessus, même si juridiquement, on ne l'avait pas vraiment vérifié, si tu veux. Mais il semblait qu'aux Pays-Bas, on ne peut pas avoir d'espace inoccupé si les habitants de la rue veulent en faire un jardin, même si c'est éphémère pour 3 ou 4 ans. Et donc, ça semblait être quelque chose qui était inscrit dans la loi, dans le droit aux Pays-Bas, pour les villes. Donc, il y avait cette possibilité-là. Parce que c'est dans les quartiers en renouvellement urbain, notamment, surtout dans les quartiers en réhabilitation, par exemple, il y a beaucoup, à des moments de rythme de démolition. Et ces espaces peuvent rester vacants. Enfin, il y en a un à côté de chez moi, là, je ne sais pas, ça fait 10 ans qu'il est vacant. Et 10 ans où c'est grillagé, où personne ne peut faire, alors qu'on aurait pu faire un jardin, alors que les gens vivent dans des immeubles et n'ont pas de jardin. Mais il y a pas, tu vois, ça ne marche pas. La ville ou le propriétaire clôt systématiquement pour des questions sans doute d'assurance ou des choses comme ça. Bon, on n'a rien fait bouger de là-dessus à Dunkerque. On va inviter la ville de Haarlem à Dunkerque. Ce serait une bonne idée. Je vais chercher des exemples chez nous. Il y a certes quelqu'un, mais il faut noter le National Trust, qui est très particulière chez nous. J'ai mis dans le chat le lien pour ça. Mais ce n'est pas très local. Et ce sont des grands des grands places historiques, surtout en ce moment. Mais il y a des petites aussi. Et si je peux me permettre une dernière réflexion, parce que tout ça me fait penser aussi un peu à la question d'échelle. Et Patrick, votre réflexion sur la communication, en fait, c'est assez intéressant parce que l'organisation de communautés à présent, enfin, au niveau global, semble assez facile, entre guillemets, surtout avec des plateformes comme Reddit ou Discord et tout ça. Vous pouvez trouver sur ces plateformes-là des communautés, mais pour tout, c'est-à-dire pour des personnes qui aiment, je sais pas, couper des clés jusqu'à rénover des voitures, vraiment, et il y a des milliers de personnes qui s'organisent autour de cela. Mais il semblerait que c'est à un niveau vraiment plus régional ou local que ça devient vraiment difficile. La motivation actuellement n'est pas aussi forte pour les communautés pour venir se mobiliser pour vraiment créer quelque chose. Et comme je l'ai dit, les espaces vacants qui sont fermés, c'est un problème ou pas, mais c'est une grande question. Pourquoi est-ce que cet espace devrait rester vacant pendant 10 années et pas en faire quelque chose d'autre? Donc, je ne sais pas, quelle est la réponse, je ne sais même pas trop quelle est la question, mais il semblerait que la communication, la motivation, essayer de motiver les personnes d'une communauté à agir ou à venir ensemble pendant un temps relativement long, qui me semble être ce qui est le plus difficile. Et comme vous avez dit avant,
initiatives avec les fanzines et Lucie a parlé de podcasts. Éventuellement, c'est vraiment pour trouver des moyens pour garder une discussion active le plus longtemps possible, peut-être. Et peut-être c'est pas... il y a quelque chose, un fanzine qui vient tous les mois, peut-être un podcast toutes les semaines, un Zoom tous les 3 jours, je ne sais pas. Mais c'est éventuellement, oui, c'est cette histoire de tenir une discussion active qui semble le plus difficile. Oui, puis les intérêts des gens, ils changent. Oui, évidemment. En fait, ce qu'on voit, nous, dans les communs, le plus facile, c'est d'être clair sur combien de temps on va dédier à ça. Et de dire, ben, OK, pendant 2 ans, moi, je suis soucieux de ça. Et au bout d'un moment, de dire, ben là, dans quelques mois, je quitte cette place-là de soucieux d'être cette question-là dans la ressource. Donc nous, on organise le truc comme ça, et par les projets, c'est ça, il y a les soucieux, les sachants, les apprenants, et de comment les places changent, parce qu'à un moment, on souhaite contribuer à tel projet parce qu'on va apprendre, à tel moment, on souhaite contribuer parce qu'on est sachant et qu'on peut coordonner avec les autres, ou des fois, on souhaite développer un projet. Là, dans ce cas-là, on a la place de soucieux et d'être garant que ça se développe bien. Donc, sur la question des communs, ils ont vraiment identifié beaucoup de choses. Après, moi, je ne connais pas tout leur développement actuel et tout ça, mais ils viennent de sortir une brochure qui s'appelle Imaginaire commun. Attendez, et qui fait le point sur la question des rétributions contributives et sur... donc, il y a le numéro 0 et le numéro 1, et vous pouvez voir où ils en sont sur cette organisation-là. C'est pas mal. Mais ouais, la question de l'échelle et de comment on contribue, ça demande déjà de bien identifier la ressource à laquelle on va contribuer, quelle place on a au sein de la communauté. Donc, par exemple, sur les biens communaux ou les biens sectionnaux, c'était de dire l'entretien des haies ou de la source, c'est 1 fois par an pour tous les ayants droit. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est calé et tous les ayants droit doivent contribuer. Ça peut marcher plus dans le rural ou pour un jardin partagé et tout ça. Après, le rythme, il est à coordonner, mais ça dépend vraiment pour chaque ressource, chaque échelle, chaque projet. Je pense qu'on va avoir une diversité d'organisation avec Hyperfab pour chaque élément, comment ça s'est passé. Ça va être intéressant. Et du coup, si vous voulez être tenu au courant, on pourrait aussi... donc, il y a des choses qui seront en visio, vous pouvez être conviés. Après, on va essayer de travailler sur la question de la mise en récit pour pouvoir garder une trace de la formation, tout ça. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de votre intérêt. Et merci à la PES pour tout ce qu'elle apporte au projet, du coup. Qui était très active ce soir. Pas là forcément dans les échanges de ce soir, mais sur l'accompagnement, sur l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Je ne sais pas si c'est des éléments qu'on retrouve en Angleterre ou en Espagne, par exemple. Je ne sais pas si Athémis a transféré a renseigné le projet ailleurs, parce que ça, c'est intéressant quand même. C'est une forme d'économie qui sert à sortir du modèle capitaliste où il faut toujours produire plus pour avoir toujours un peu de marge et vendre plus, et du coup, où il y a plus d'usage des ressources. C'est un modèle qui est plus sur la question du service, du coup, mais qui aussi voit émerger d'autres formes où on se concentre plus sur la performance à atteindre et comment on peut atteindre cette performance en limitant l'usage des ressources. Donc, c'est précieux. Et en coopérant. Oui, ça, c'est le seul truc pour y arriver, c'est qu'en coopérant qu'on y arrive. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ou bien voilà.
Merci pour tes explications très claires, en tout cas. Merci à vous. Merci à ta famille. Et puis, sinon, vous pouvez envoyer des questions par mail. Et puis, je vous tiens au courant de comment ça évolue. Je ne sais pas comment ça se passe si pour Territoire Europe, il y a dans la newsletter, est-ce que du coup, vous êtes tous inscrits dans la newsletter ou, enfin, Lucie et Ignacio, oui. Dimitrios, toi, est-ce que tu veux être inscrit dans la newsletter, Oui, par bien exemple? sûr, oui, avec plaisir. Oui. Ou soit Lucie, soit toi, tu peux nous envoyer un mail, comme ça on te... Très bien. On va mettre l'enregistrement, on va le mettre sur la chaîne YouTube. Ah ouais, c'est vrai, il y a une chaîne YouTube. Et puis peut-être grâce à Guillaume et Clara qui ont été très discrets, mais ils ont tout noté. On pourra faire un petit article sur le site internet aussi. Hein? Super. Oui, bien sûr. Merci. Ouais, super. Bon, et puis nous, donc, dans le site internet, l'ambition, c'est qu'on développe la cartographie. Donc, on verra bien, ça peut être en lien aussi avec tout ce que tu décris comme organisation. Oui, carrément. Et du L'idée, coup, c'est- Fanny... là, pour l'instant, on travaille sur effet papillon, mais Ignacio ou Lucie ou Dimitrios, si vous avez envie de montrer spatialement des choses qui se passent dans la création de projets, ben, c'est tout à fait possible. Enfin, Ça serait. pour moi, tout est toujours possible. Bon. Il suffit de le vouloir. Et du coup, Fanny aussi, Territoire Europe, c'est une association qui a pour contributeurs et adhérents plein d'urbanistes en Europe. Donc avec l'université de Delft, il y a Stéphane, Lucie qui est à l'université de Londres, Ignacio qui est à Madrid, c'est ça? Je suis à l'association, c'est à Madrid. Et je suis ici pour l'association des territoires européens parce que nous appartenons à l'ICTP, à le Conseil d'Europe, et la relation avec Dominique m'invitait à participer dans l'association européenne. Mais ma association espagnole, c'est l'association espagnole des urbanistes qui est à Madrid. Mais j'habite à Saragosse et je travaille à Saragosse. Mais c'est très intéressant dans ce projet. C'est chercher, c'est toutes les expériences qu'on peut avoir trouvées ici en Espagne. Donc, et à la PES, en ce moment, il travaille. Donc, cet après-midi, Réjeanne de la Maison de l'Environnement, où est Dominique. Cet après-midi, Réjeanne présentait avec la PES un programme sur lequel il travaille sur la production locale. Et donc, avec l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne sais pas si c'est des formes qui existent aussi, mais si vous voulez, on pourra vous envoyer aussi les informations sur la production locale. La production locale utile, solidaire et soutenable. En Oui. opposition à tout ce qui peut se trouver derrière cette expression. Oui, une production locale utile, solidaire et soutenable. Plus. Donc un programme qui s'appelle Plus et qui peut aussi nourrir des fois les démarches ailleurs ou d'autres démarches en Europe qui peuvent nourrir aussi le travail. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup, Mélia, c'était super. À bientôt. Bien. Ouais. Merci Dominique, merci à tous. Au revoir. Merci Dominique. Au revoir. Merci. À la prochaine. Merci à tous. À la prochaine. À la Au revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.